C'est ce soir que l'historien Marc Bloch entrera au Panthéon avec sa femme Simone Vidal. Il sera le premier historien de profession à être panthéonisé et c'est tout un symbole. Et bien évidemment à vous que j'ai songé, Patrick Boucheron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur au Collège de France. Vous signez la postface de l'ouvrage collectif dirigé par Florian Mazel et Yann Potin, Marc Bloch, l'histoire en résistance aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que ça vous fait, cette panthéonisation? De l'émotion, de la fierté aussi, de la reconnaissance pour tout le travail qui a été fait. Vous dites ce soir, mais je serais tenté de dire déjà, ça a déjà commencé depuis le 23 novembre 2024, depuis l'annonce par le président de la République de cette panthéonisation. C'est intéressant de le citer pour le prendre au mot, pour son œuvre, son enseignement et son courage. Tous les enseignants, par exemple, s'y sont mis, et à un niveau qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire contemporaine des panthéonisations. De Bischheim à Valenciennes, du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis au Val-de-Reille, il y a eu un nombre impressionnant, et ça c'est formidable, d'initiatives qui montrent qu'il y a quelque chose, on a touché un nerf. Pourquoi ? Parce qu'on parle évidemment de crise, mais on parle aussi de courage, du courage de la vérité et de l'écriture de l'histoire. Alors comme vous le dites, c'est pas la première fois que quelqu'un qui écrit l'histoire est au Panthéon. On pense à Voltaire, on pense aussi à Jean Jaurès, histoire socialiste de la Révolution française, que Marc Bloch admirait beaucoup. Mais c'est le premier universitaire, c'est le premier professeur d'histoire en fonction. C'était très important pour lui. Et donc tout ça, ça nous engage. Alors, il y a évidemment une activité éditoriale importante autour de Bloch. J'ai cité la reparution de L'étrange défaite avec la préface de Chapoutot. J'ai sous les yeux La société féodale, qui est l'une des grandes œuvres de Marc Bloch. Et alors, je veux vous faire commenter les phrases suivantes. Patrick Boucheron, Bloch écrit: Mais l'historien n'a rien d'un homme libre. Du passé, il sait seulement ce que ce passé même veut bien lui confier. En outre, lorsque la matière qu'il s'efforce d'embrasser est trop vaste pour lui permettre le dépouillement personnel de tous les témoignages, il se sent incessamment limité dans son enquête par l'état des recherches. Et ne pas être libre, ça le rend furieux. Vous savez, en fait, il n'y a qu'un seul thème à sa vie d'homme, sa vie de citoyen et sa vie de savant, c'est la question de la liberté, c'est la question de l'émancipation. Avant la société féodale, il fait une thèse qui s'appelle Roi et serfs en 1920, et toute sa vie, vous savez, c'est assez touchant. Un historien, ça traque un petit nombre de problèmes et ça fouille un petit nombre d'archives. Ça peut paraître incroyable de dire ça pour Marc Bloch, qui lisait dans toutes les langues européennes, qui est un forçat du travail. Enfin, son travail, c'est d'abord l'émancipation des serfs. Et donc la question de comment, au fond, on peut se libérer, c'est très important pour lui. C'est fondamental. Je dirais même que on parlait ensemble de cette question de l'engagement citoyen et historien de Marc Bloch. Il veut servir, oui, ardemment il veut servir. Il veut servir l'histoire, il veut servir la vérité, il veut servir la France, bien évidemment. L'un ne se confond pas avec l'autre, mais il veut servir sans s'asservir. C'est-à-dire qu'il veut rester lui-même libre. Et la difficulté, pour effectivement commenter le passage, c'est que qu'est-ce qui fait que l'historien n'est pas libre de faire n'importe quoi ? Parce qu'il est responsable. Et il est responsable vis-à-vis du passé, et il est responsable vis-à-vis du présent. Il est responsable devant ses sources, et ses sources lui parlent avec une drôle de langue. Et au fond, dans la société féodale déjà, ensuite dans l'apologie pour l'histoire, le problème de Marc Bloch, et ce qui fait que, vous citez la page d'un médiéviste, la société féodale, c'est une somme extraordinaire. Moi, quand j'étais étudiant, ce qui m'étonnait, c'était au fond la robustesse de ce livre qui, d'une certaine manière, à bien des égards, tient encore. Mais il n'y a pas que les médiévistes qui lisent Marc Bloch, et ce que tous les historiennes et les historiens lisent dans Marc Bloch, c'est sa capacité, au fond, à ne pas s'en laisser compter par les mots. Ça, c'est Carlo Ginzburg le disait très bien. Le problème, dit Marc Bloch, qui voulait
constitué l'histoire comme science. Donc il a comparé à la chimie, à la physique. Il disait, ben, la chimie, le problème, c'est que en fait, ça ne fait ni chaud ni froid une molécule si on l'appelle comme ci ou comme ça. Alors que les femmes et les hommes en société ont une idée de la manière dont ils doivent être qualifiés. Et donc les mots et les choses n'évoluent pas à la même manière. Marc Bloch, donc grand historien qui a révolutionné l'histoire, nous dit-on, sur le plan épistémologique, donc dans la manière dont on étudie, dont on écrit l'histoire. Alors peut-être un point sur l'une des choses que l'on sait lorsqu'on ne sait pas grand-chose sur Marc Bloch, qu'il a fondé avec Lucien Febvre, l'École des Annales. C'est quoi l'École des Annales, Il a Patrick fondé la Boucheron? revue. Il a fondé une revue, c'est important. En 1929, il veut révolutionner l'histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette revue, au-delà effectivement de l'histoire savante? Parce que c'était pas seulement une revue académique, parce qu'il voulait mettre l'histoire devant la société. Parce que lui, l'ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il avait compris que la responsabilité dont je parlais, elle incombait aussi aux historiennes et aux historiens de métier, dès lors, au fond, qu'ils devaient construire aussi des imaginaires. Et pour lui, c'est des imaginaires de progrès, des imaginaires de raison. C'est un rationaliste, mais indécrottable. Hein. C'est le fils de son père, Gustave Bloch, professeur à la Sorbonne. Il a effectivement une sorte d'érudition qui est intraitable. Bon, mais ça ne peut pas être que ça, l'histoire. Donc, il faut ouvrir les fenêtres. Et l'école des annales, d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui résulte de cette revue, c'est l'histoire-problème. C'est-à-dire le fait qu'au fond, en histoire, le plus important, c'est les questions qu'on pose, bien davantage que les réponses qu'on peut y apporter. Si on lit Marc Bloch aujourd'hui, bien sûr que c'est un texte dont les textes de Marc Bloch, eh bien le dossier documentaire sur lequel il repose est à 100 ans d'âge. Donc il y avait plein de choses sur lesquelles on ne dirait plus comme lui. Mais on pose les mêmes questions que lui. Ça, c'est important. Puis l'autre chose fondamentale avec la revue des Annales, c'est qu'elle faisait feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus, au fond, de hiérarchie. C'est pas simplement l'histoire des rois, des batailles, c'est l'histoire, effectivement, des paysages agraires. Et pour voir les paysages agraires, eh bien, Marc Bloch, par exemple, est le premier à comprendre l'importance de la photo aérienne. Parce que, quand je dis fonder l'histoire comme science, ça veut dire comme science sociale. Alors évidemment, on pourrait parler de la sociologie, Durkheim règne à ce moment-là intellectuellement, mais il y a l'économie, mais il y a la géographie, mais il y a l'ethnologie, toutes les sciences humaines, et puis aussi, je l'ai dit, un œil sur la science contemporaine, la science en train de se faire, la physique, la biologie. Il veut véritablement mettre l'histoire dans la conversation des savoirs. Il y a donc cette revue, la revue des Annales. Parmi les œuvres marquantes de Bloch, il y a probablement les rois thaumaturges. Là aussi, c'est particulièrement intéressant de se pencher là-dessus parce que il se pose des questions. Vous disiez l'histoire problème. Patrick Boucheron, pourquoi les rois guérissent-ils? Et pourquoi on y croit, surtout? Pour lui, c'est ça le problème, le vrai problème. Le problème d'historien et au fond de citoyen, c'est la crédulité politique. Il l'avait déjà évoqué dans ce texte fameux de 1921, Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre, qu'on lit beaucoup évidemment parce que fausses nouvelles, il suffit de le traduire en fake news et on comprend que justement le mot change mais pas la chose. Il avait déjà montré dans ce court texte combien au fond on aurait tort de prêter aux classes populaires la crédulité donc, qui rend possible le maintien et au fond la diffusion des fausses nouvelles. Non, non, il montrait qu'il y a des entrepreneurs de doute, qu'il y a effectivement des élites, en l'occurrence militaires, qui travaillent à créer de la confusion. Et pour lui, en 1924, donc les rois thaumaturges, c'est 1924, c'est un texte fascinant, c'est un texte d'abord d'histoire comparée, ça c'est on l'oublie. Oui, la Hein, méthode comparative est très importante chez Bloch. France, Angleterre. Pourquoi les uns y croient, les autres un peu moins? Et pourquoi ils croient? C'est ce qu'il appelle une erreur collective, même un bobard avec l'argot des tranchées. Pourquoi on croit que les rois touchant les écrouelles vont nous guérir? Et là, c'est une grande plongée dans, oui, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'anthropologie historique. Et
l'anthropologie historique, c'est-à-dire s'intéresser à la manière, pas seulement les grands hommes, les grandes dates, mais aussi la manière dont les hommes vivent. Façon de sentir et de penser, écrit-il dans La société féodale, qui vaut, on l'a dit, comme synthèse du Moyen Âge, mais qui vaut aussi pour toutes ces échappées belles sur des choses qu'on n'a pas vraiment explorées ou qui attendent d'être développées. C'est ça qui est beau chez Marc Bloch. Il y a à la fois les massifs, hein, on comprend, on en a parlé, les rois thaumaturges, les serfs, l'affranchissement, les classes sociales et la manière dont les classes sociales se nomment. Voilà. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'architecture d'ensemble de son œuvre. Et puis, il y a une manière, au fond, de la faire vivre, c'est, vous l'avez dit, Guillaume Erner, et c'est important, l'histoire comparée. C'est absolument fondamental. C'est pour ça d'ailleurs que Marc Bloch, on peinerait à dire que c'est un historien du national. Il a beaucoup travaillé sur la France, mais toujours dans un cadre européen. C'est d'ailleurs une histoire comparée des sociétés européennes au Moyen Âge et qu'il propose en vain, malheureusement, au Collège de France à plusieurs reprises pour y être élu. La question, au fond, pour lui, c'est avec la comparaison, et c'est ça qui est fondamental, si on avait à garder quelque chose en mémoire de Marc Bloch, c'est à mettre à bas l'idole des origines. Voilà, si on garde un souvenir Alors, de l'idole Marc des Bloch, origines, parce que c'est ça. j'allais y venir, mais puisque vous y venez, donc ça, c'est très Boucheron, l'idole des origines. Ah, Ça pas du tout, consiste, c'est Marc Bloch, ce n'est que Marc Bloch. bien sûr, mais Ah, c'est c'est tout quelque Marc chose que Bloch. vous avez prolongé dans la mesure où l'idole des origines consiste à dire que si on doit se méfier de quelque chose, c'est le fait de confondre peut-être filiation et explication. Et ça, c'est quelque chose dont l'historien doit nous déprendre et votre manière de se décentrer dans votre histoire collective de la France que vous avez faite, Patrick Boucheron, est l'une des conséquences de cette idole des Ah, origines. c'est une des conséquences. Vous avez parfaitement raison parce que nous sommes toutes et tous les filles et les fils de Marc Bloch sur cette question, qui est cette question précisément Tous et qui... toutes, je ne sais pas si tout le monde Oh, est beaucoup quand aujourd'hui... même, beaucoup. C'est-à-dire que, au fond, il y a évidemment une question qui est importante et qu'on ne peut pas négliger, qui est celle de la généalogie, qui est celle, d'une certaine manière, de l'émotion de l'appartenance. Et on va en parler du point de vue du patriotisme de Marc Bloch. Enfin, pas d'erreur. Il est ardent, il est incandescent, il est sacrificiel, mais il est républicain. C'est-à-dire qu'au fond, ce à quoi il se rattache, c'est un projet politique en avant. C'est à une construction effectivement collective et c'est nullement à une origine. Il le dit sur tous les tons. C'est ça qui est fondamental. C'est que pour lui, effectivement, le patriotisme est une vertu et l'histoire est une science, écrit-il dans un article sur Fustel de Coulanges. Ce qui veut dire qu'il peut dire du même ton et avec le même élan, et encore une fois, avec des conséquences qui sont des conséquences héroïques, que jamais il ne pourra déraciner la patrie de son cœur, qu'il ne vit bien que sous le ciel de France, qu'il a fait sien tout le passé de la France. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, encore une fois, intraitable chez lui, mais l'histoire c'est autre chose. Mais l'histoire, c'est autre chose. C'est un rationaliste. D'une certaine manière, il n'a jamais renoncé à l'espoir méthodique, je dirais, des maîtres de ses pairs. Gabriel Monod, le fondateur de la revue historique, qui en 1876, le premier éditorial de la revue historique, qui est la première revue d'histoire en France, dit qu'il y a quelque chose de secret et de mystérieux qui dans l'histoire, travaille à l'amour de la patrie. Eh bien, pour Marc Bloch, ça, c'est pas possible. L'amour de la patrie, oui, 1000 fois oui. L'amour de l'histoire, oui, 1000 fois oui. Mais l'un n'engage pas l'autre. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et pour dénouer cela,
ce qu'il trouve effectivement à briser, c'est ce qu'il appelle l'idole de la tribu des historiens, c'est-à-dire les origines. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, au fond, il ne fustige pas une croyance populaire. Non, non, c'est une fois de plus les élites qu'il met effectivement en critique pour dire, voilà, ça c'est notre problème que de croire vrai cette équivalence entre, d'une certaine manière, un commencement et un commandement. Oui, parce que L'étrange défaite, ce livre qui aujourd'hui est probablement le livre le plus lu de Bloch, alors que c'est probablement l'un des livres qu'il pensait être les moins historiques, les moins importants pour sa méthodologie, mais en accusation les élites. Oui, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que je citais le lycée Marc Bloch de Bischheim, mais il y a un formidable enseignant ici qui a fait, dans ce lycée, qui a fait une étude extraordinaire, Sami Elmi, sur justement les traductions de Marc Bloch. Il y a un Marc Bloch global, hein. S'imagine pas. C'est-à-dire qu'il est traduit en Chine, etc. Et ce qui est traduit dans le monde entier, c'est tout sauf l'étrange défaite. L'étrange défaite, ça n'intéresse que nous, et en particulier les journalistes et les hommes politiques. Et depuis très peu de temps, depuis 1990. Je ne dis pas que c'est pas un livre important. On a assisté à la naissance de l'étrange défaite. Oui, mais et qui d'une certaine manière, en tout cas moi, générationnellement, c'est le cas, hein, puisqu'il est objectivement, avant 1990, c'est un livre qui est introuvable et qui est aujourd'hui le livre non seulement le plus lu de Marc Bloch, mais malheureusement presque le seul. Et dans ce cas-là, c'est paradoxal parce que au fond, c'est le témoin qui éclipse l'historien. Patrick Boucheron, historien au Collège de France. On va continuer à évoquer Marc Bloch, panthéonisé aujourd'hui. Vous serez rejoint par l'une de vos collègues, Alia Aglan, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On lui doit la double mort de Marc Bloch dans la collection Champ Flammarion, 8h sur France Culture. Matin de France Culture. Guillaume Erner. Après le billet politique, retour à Marc Bloch et j'ai envie de dire aussi retour à la politique. Nous sommes en compagnie de Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France. J'ai sous les yeux une phrase de Patrick Boucheron: il n'y a pas de panthéonisation innocente, mais, à la fin, c'est ce que vous rajoutez, Patrick Boucheron, Marc Bloch sera au Panthéon pour en discuter avec vous, ma camarade Chloé Leprince qui est dans ce studio. Et puis nous accueillons une autre historienne, Alia Aglan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez notamment publié La double mort de Marc Bloch dans la collection Champ Flammarion. Alia Aglan, peut-être peut-on évoquer le livre qui aujourd'hui apparaît comme le livre le plus politique de Marc Bloch, autrement dit L'étrange défaite. Qu'est-ce que ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu? Que contient-il et quelles sont ses résonances? Alors pour les historiens de la Seconde Guerre mondiale, c'est un livre important qui est toutefois à remettre dans son contexte parce que c'est un témoignage écrit à chaud dans l'été 40. On ne sait pas, on pense qu'il ne l'a pas remanié, qu'il n'a pas eu le temps. C'est vraiment un diagnostic sur le présent avec évidemment sa lucidité d'historien, mais ça n'est qu'un point de vue. C'est-à-dire que ce qu'il voit depuis son poste de combattant, hein, du plus vieux capitaine de l'armée française, comme il dit, c'est partiel. Et donc aujourd'hui, c'est un texte important, mais qu'il faut mettre en résonance avec ce que l'on sait par ailleurs des causes profondes de la défaite et qui sont aussi politiques. C'est-à-dire que, pour le dire vite, cette défaite, elle est négociée avec les futurs occupants par le gouvernement qui est à Bordeaux après la démission de Reynaud. Et il y a tout un plan politique qui est à l'œuvre et qui prendra le terme d'État français et de Révolution nationale. Alors il s'en prend, on l'a évoqué avec Patrick Boucheron il y a quelques instants, il s'en prend beaucoup aux élites. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il vise? Alors je pense qu'il reprend un peu ce qu'avait dit Renan après la défaite contre la Prusse, vraiment une défaite intellectuelle et morale. Ce que je comprends de ce texte, c'est qu'il lie cette défaite non seulement par rapport aux circonstances militaires, mais aussi dans la profondeur historienne. C'est-à-dire que c'est une génération qui a vécu dans les tranchées en 14-18, qui ensuite s'est réveillée plutôt pacifiste,
Alors certains ont bifurqué vers le fascisme. Et donc, ce qu'il dit, c'est que sa génération, il est accablé par ça, n'a pas réussi à tuer la guerre. Et il retrouve en 39 et en 40, pendant la drôle de guerre, ce qu'il appelle l'éternel recommencement, les Dardanelles. Les élites en prennent toutes pour leur grade, pas seulement... alors, il y a des pages succulentes sur les états-majors. Oui. Bon, Très alors, méchante. c'est très méchant, bureaucrates, vieux, qui ne pensent qu'à sauver leur peau, qui commettent énormément de fautes. Avec Les une vraie dimension syndicalistes, de... tout le monde en prend pour son grade, hein. Avec une vraie dimension de lecture sociologique d'ailleurs. Il explique comment la sociologie de l'organisation de l'état-major ne peut pas aboutir à un état-major efficace. Et pour cause, parce qu'il est l'émanation de la société. Et ensuite, il passe, si j'ose dire, à toutes les strates de la société, y compris la manière dont on enseigne, cette espèce de paresse de savoir. Donc, c'est très intéressant, mais je trouve qu'il ne faut pas en faire le b.a.-ba de l'histoire de la défaite. Oui, ni Patrick le Boucheron. b.a.-ba de l'histoire de Marc Bloch. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui est important. Témoignage, avez-vous dit, Alia Aglan. Il fait avec ce texte comme il fait avec tous les textes. Et d'abord, il critique le témoignage. Il se présente. C'est un des rares textes où il dit qui il est et comment il est ce qu'il est. C'est-à-dire, il commence par son grand-père, un arrière-grand-père, Gabriel, soldat de l'an 2. Il se présente en patriote républicain, il se présente en combattant. Et il critique les élites, oui, mais ça veut dire qu'il se critique lui-même, d'abord. D'abord lui-même, lui qui est un héritier, lui qui effectivement n'a pas réussi. Au fond, avec l'histoire, c'était sa grande idée, c'était sa grande passion à tuer la guerre, comme vous le dites, Alia Aglan. Et dès lors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas le dernier mot. C'est pas le dernier mot pour Marc Bloch, parce qu'après, il fait l'apologie, et puis après, tout de même, il rentre dans la résistance. Et donc, ça peut pas être le dernier mot pour nous, parce que il y a aujourd'hui une lecture un peu complaisante et décliniste de ce texte qui en ferait d'une certaine manière, je dirais, un portrait moral de la France. Mais non. Et structurel et éternel. Structurel et éternel. C'est-à-dire tout le contraire de Marc Bloch, qui est justement, je le répète, le pourfendeur de l'idole des origines. Chloé Leprince. Alors justement, vous disiez Marc Bloch, grand patriote, mais il y a quelque chose de funambule à le consacrer comme héros national et en même temps à le restituer pour ce qu'il était, l'endroit juste où il se situait. Alia Alors, Aglan. héros, alors aucun résistant, moi je suis spécialiste d'histoire de la résistance à la base, aucun résistant ne s'est présenté ou vécu comme héros, et je fais partie de la dernière génération qui a vraiment côtoyé ces anciens résistants, Stéphane Hessel, Jean-Louis Crémieux-Briac, Daniel Cordier, Jean-Pierre Lévy, le patron de Franc-Tireur, Christian Pineau, etc. On les a vraiment côtoyés, c'est-à-dire qu'on faisait séminaire avec eux. Alors, au mot héros, ils sortaient tous de leur gond et Oui. ils disaient pas du tout. Et alors, le plus intéressant, c'est les femmes, comme Lucie Aubrac, qui disaient, mais on n'a fait que ce qu'on devait faire, parce que la résistance, c'est une nécessité. Patrick Boucheron, Et- la famille Bloch a résisté à la nationalisation de sa dépouille. Eh ben d'abord, de fait, aujourd'hui, dans l'histoire des panthéonisations, c'est tout à fait remarquable, la famille a son mot à dire. Elle a son mot à dire et elle l'a dit assez fermement contre toute une série d'instrumentalisation, récupération politique et récupération confessionnelle. Elle y tenait énormément. Bon, et pourquoi d'ailleurs, Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous, récupération confessionnelle? Ça veut dire que pour Marc Bloch, il le dit dans son testament, on dit spirituel, le 18 mars 1941, il ne se dit juif que face à un antisémite et il dit explicitement il n'y aura pas, je ne veux pas qu'il y ait à mes funérailles de ces cadences hébraïques qui ont accompagné mes ancêtres et jusqu'à mon père dans leur dernier repos, parce que j'ai de manière ardente, dit-il, la probité au cœur et que je n'y crois pas. Et je C'est suis un athée. simplement français. Je suis simplement c'est un- français. Il dit je n'y crois pas. Voilà. Donc c'est un athée. C'est important quand même de le dire. Et puis alors, il y a malgré tout un certain nombre de choses qu'il faut
redire Alia Aglan, mais j'aimerais vos mots à ce sujet. On a parlé avec Patrick Boucheron de la Revue des Annales, qui a été donc la fondation entre Bloch et Fèvre, Lucien Fèvre, son collègue. Et là, on entre dans cette zone grise de la guerre, puisque sur la couverture des Annales, il y avait évidemment le nom de Bloch. Or, ce nom de Bloch, nom juif, a été effacé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, en vertu de la loi antisémite, qui était une loi dite d'arianisation, celle du 22 juillet 1941, qui interdisait à toute personne désignée comme juive par les lois d'être propriétaire. Donc à partir de ce moment où on introduit des catégories parmi les citoyens juifs sont privés de leurs droits, d'une grande partie de leurs droits, ils sont mis à l'écart de la communauté nationale, et donc ce que l'on doit comprendre dans le dilemme, parce que je ne crois pas que ce soit un différend, il y a eu un dilemme entre Fèvre et Bloch, et d'ailleurs ils s'en sont beaucoup expliqués dans la correspondance. Il est très clair, je ne crois pas que Lucien Fèvre ait eu envie de spolier Marc Bloch. D'autres diront le contraire, mais moi je n'ai pas ce sentiment. Pourquoi ? Parce que je connais la manière dont les lois de Vichy instaurent un antisémitisme d'État. Ils sont privés de leurs biens en général, les comptes sont bloqués, interdiction professionnelle, quotas pour les étudiants. Donc je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a même des heures particulières auxquelles ils doivent faire leurs courses, ils ont un couvre-feu particulier, enfin bon. Donc je vais pas entrer là-dedans. J'ai compris ce dilemme comme étant, est-ce que en zone nord, on peut continuer à faire paraître les annales parce que c'est leur œuvre, et c'est aussi une œuvre historienne bien sûr et citoyenne, parce que l'occupant veut tout simplement annihiler ce qui reste de la culture française, quitte à ce que Marc Bloch accepte de retirer son nom, mais il contribue sous un faux nom. D'ailleurs, il est assez facétieux quand il dit oui, je parlerai à Fougère, je crois que je le connais. Donc c'est quand même un pseudonyme. Un de ses pseudonymes, oui. Ben voilà, un pseudonyme tout à fait transparent pour ceux qui le connaissent. Et c'est vrai qu'au départ, Marc Bloch, en zone sud, est meurtri à l'idée qu'on enlève son nom. Mais si vous voulez, c'est la législation antisémite qui a annihilé la vie. C'est une mort civique. Elle est organisée par l'État français. C'est vrai que cette correspondance entre Lucien Fèvre et Marc Bloch, elle est poignante. C'est une amitié intellectuelle qui est une amitié complexe, qui est effectivement faite parfois de malentendus, pas de trahison. Il ne faut pas non plus opposer trop strictement et de manière trop morale celui qui va mourir au combat et celui qui va acheter du papier aux Allemands. Lucien Fèvre, c'est pas pour le défendre, il a 8 ans de plus. Déjà que, vous le savez bien, Alia Aglan, Marc Bloch, c'est un combattant. Il aime les armes, il veut se battre, et on lui dit d'abord, non, tu as 56 ans, non, tu vas faire d'autres choses, mais tu peux pas te battre. Lucien Fèvre a 8 ans de plus. Il reste il fait ce qu'il peut faire là où il est. Il fait cours, il est franc-maçon, il est anti-allemand. Quand il fait cours au Collège de France, il y a la Gestapo dans la salle. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas aujourd'hui, nous, dans notre studio climatisé, on l'a entendu, ça serait facile, effectivement, de distribuer les bons et les mauvais points. Mais en réalité, on est dans un moment très complexe, et Alia, en fait, même l'entrée dans la lutte clandestine de Marc Bloch, plus tardive qu'on le pense, sans doute début 43, d'une certaine manière, les motivations, elles sont complexes, là aussi. Mais alors, justement, comment l'université vit-elle cette période-là ? Parce que cette question entre Bloch et Fèvre, elle l'interroge sur la manière dont l'université, c'est-à-dire une part des élites françaises, ont vécu les lois de Vichy, les ont appliquées, les ont refusées. Les ont appliquées. L'université n'a pas été très résistante, sauf des individus comme Marc Bloch, comme Jean Cavaillès, comme Albert Lottmann, comme Jean Gosset. Enfin, on peut en saisir beaucoup. On connaît la liste. Individuelle. Et Voilà. le problème, c'est qu'on la connaît
ce qui veut dire qu'il n'y en a Ben, pas eu énormément. ce sont des exceptions. Mais enfin, en même temps, la résistance est une exception dans la société française. Non, l'université, bon, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations d'étudiants autour du 11 novembre 1940, mais globalement, ils ont quand même installé une chaire d'antisémitisme à la Sorbonne et une chaire de raciologie à la faculté de médecine. Donc, si vous voulez, le fait que l'ensemble de l'institution se soit absolument aplati devant l'occupant, bon, Oui, c'est oui. pas la seule institution qui se soit aplatie, en fait, parce que Mais celle-là, quasiment c'est toutes. aplati. Mais C'est on aurait pu vraiment attendre aplati. peut-être de la liberté universitaire Patrick Boucheron qu'elle Non. ne s'aplatisse point. Mais oui, mais ça, c'est toute la question de Marc Bloch. D'une certaine manière, je suis même pas sûr qu'il en ait été déçu. Il savait à quoi s'attendre. On parlait justement de cette panthéonisation en cours par la jeunesse. Et rappelons-nous que Marc Bloch disait je crois en la jeunesse. Le 16 juin, donc jour de son assassinat par la Gestapo, pas par les Allemands. Hein. Moi, j'ai fait mes études dans la salle Marc Bloch de Paris. Marc Bloch fusillé par les Allemands. Mais pardon, mais d'abord il est donné par des Français. Donc voilà, le fameux gueule tordue dont on parle aujourd'hui. Donc c'est différents visages de la France. Et le 16 juin, jour donc de son assassinat, il y a eu une très émouvante cérémonie au ministère de l'enseignement supérieur où des élèves comédiens ont posé la seule question qui vaille. Notre génération s'est posé la question, au fond, qu'est-ce qu'on aurait fait si ? Mais là, maintenant, la question n'est pas là. Avec Marc Bloch, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fera si ? Et au sein de l'université, c'est Lucien Febvre qui est le premier entrepreneur de mémoire de la mémorialisation de Marc Bloch. Oui, c'est un texte très poignant d'ailleurs qu'il publie immédiatement dans les Annales, qui s'appelle Marc Bloch est mort. En fait, il a un peu attendu parce que les bruits ont couru que peut-être il avait été déporté. On ne sait rien. La mort infamante dans ce champ Oui. à Saint-Didier de Formans, où il y avait, alors pendant la cérémonie au ministère, il y avait une cérémonie sur les lieux devant le monument aux morts, comme chaque année. Dans l'un. Dans l'Ain, c'est vraiment un pré perdu où il est tout fait pour qu'on ne reconnaisse pas les corps. Et on a reconnu son corps à sa Légion d'honneur qu'il a obtenue à titre militaire. Bon, mais alors, je vais relire ces quelques lignes que Bloch consacre à son judaïsme dans les tranches défaites. On les a beaucoup citées, mais peut-être qu'elles méritent d'être rappelées. « Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point, non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure, une absurdité particulièrement flagrante. » Et il conclut « Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas en face d'un antisémite. » Or, Patrick Boucheron, en ce moment, il y a une résurgence, en tout cas c'est mon analyse de l'antisémitisme, et d'un antisémitisme qui parfois utilise d'autres visages avec un certain nombre de termes, comme l'antisémitisme est devenu un crime, l'antisémitisme politique n'est plus envisageable. Alors on utilise d'autres termes, on traite des gens par exemple qui n'ont jamais pris de position particulière par rapport à Israël, de sionistes, voire de génocidaires. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette période particulière, Patrick Boucheron ? Et donc, il faudrait dire que Marc Bloch est sioniste parce que, au fond, on accuse. C'est une faute historique de le dire, puisque objectivement, il ne l'est pas, parce qu'on le sait, et c'est ni bien ni mal. C'est comme ça. La leçon de Marc Bloch, c'est que une historienne, un historien, ça cherche la vérité, et si cette vérité est déplaisante, si elle est déplacée, si c'est pas celle qui nous arrange, Lucien Febvre disait les vérités à notre seule ressemblance et notre seule convenance, ben tant pis. De fait, la question sioniste, on connaît la bibliothèque de Marc Bloch, il n'y a rien dans la bibliothèque qui ne puisse documenter un quelconque intérêt pour cette question.
Voilà, il est français, il se dit français. Et c'est d'ailleurs un peu le problème qu'on a aujourd'hui du point de vue mémoriel à gérer, parce qu'on nous le donne aussi comme le bon assimilé, celui qui jusqu'à la mort, etc. Non, c'est pas ça la question. C'est un patriotisme républicain qui, au fond, se décrit, alors on peut le dire, voilà, dans l'histoire du judaïsme. Ah non, C'est un juif ça, optant. c'est évident pour cette génération, ça vaut pour Bloch, ça vaut pour Durkheim, ça vaut évidemment pour Mauss. Ils pensaient tous la même chose. Jamais l'idée d'aller vivre en Palestine ne leur aurait traversé l'esprit. Non, la question que je posais est différente, Patrick Boucheron. En tout cas, il y a une autre question à poser, c'est celle de savoir tout simplement si un certain nombre d'effacements que l'on voit aujourd'hui et qui sont bien réels dans l'université française, effacement de personnes traitées de sionistes alors qu'elles ne le sont pas, en tout cas à ma connaissance, de boycott. Je pense par exemple, alors là c'était l'université de Rotterdam, qui a décommandé Eva Illouz, alors que celle-ci est l'une des universitaires les plus critiques de la politique de Benjamin Netanyahou, et non pas depuis le 7 octobre, mais depuis bien avant. Est-ce que ceci ne s'assimile pas tout simplement à de l'antisémitisme, et la glorification de Marc Bloch actuellement n'est-elle pas aussi l'une des stratégies de récupération qu'on évoquait, pas la seule, mais aussi une forme de, disons, de célébration d'un juif mort qui est, dans ce contexte, moins gênant que d'autres juifs vivants? Alors moi, j'aimerais revenir à la définition de la loi, parce qu'en fait, Marc Bloch dit je ne suis juif que face à un antisémite », mais sous Vichy, c'est la loi qui le désigne comme juif, et d'ailleurs, il est membre de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, ce qu'il trouve absolument infamant. Il proteste avec d'autres contre cette assignation, on dirait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ne recommençons pas l'assignation. Il explique très clairement son rapport au judaïsme. Il s'affirme français, et je trouve que ce qu'il y a de plus poignant, c'est qu'il critique même le terme de loi, parce que les lois et décrets antisémites sous Vichy, c'est quand même plus de 1000. Vous y ajoutez les ordonnances allemandes, vous y ajoutez les vexations de toutes sortes, mais lui dit « je n'ai rien fait ». C'est-à-dire, Oui. pourquoi la loi sanctionne? Et ce que tout le monde doit comprendre aujourd'hui, c'est que la loi est dévoyée sous Vichy, c'est que plutôt que de protéger les citoyens, y compris contre eux-mêmes, ou de sanctionner des délits, la loi persécute. Et je pense que toute cette génération, quelle que soit leur pratique religieuse, ont pris ça en pleine figure, ont vraiment été percutés par ce changement du paradigme de la loi. Et tardivement dans le cas. Et voilà. Dans le cas de Marc Bloch. donc- C'est important de le dire, parce Voilà. qu'il est légaliste, en fait. Mais comme tous les mais juifs de comme France, voilà, en fait. il cherche, et d'ailleurs, il peut avoir une dérogation, il l'a, grâce aux amis de son père. Mais une dérogation ne signifie pas qu'il n'est plus persécuté. Et il y a un moment, il comprend, et c'est peut-être ça, le moment, effectivement, de la lutte clandestine. Il comprend, là, une fois que d'ailleurs, tous ses trois fils sont quand même dans la résistance, c'est quand même important, que... Et sa fille, et indirectement. Voilà, il faut faire autre chose. Mais, faire Mais autre chose, mais Patrick Boucheron, les résonances actuelles. Non, mais ça, on vous laisse parler tout seul. Mais pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, on est dans un autre sujet, qui est celle de parler justement d'un historien qui Vous nous trouvez a vraiment, donné... vous trouvez qui nous a vraiment que donné, c'est, vous les trouvez vraiment que, moyens vous trouvez vraiment que J'insiste sur le fait que c'est la loi qui discrimine aujourd'hui. Toutes les manifestations dont vous parlez, Non, mais ce sont j'entends des individus bien. qui vont stigmatiser, agresser. Bon, ça, c'est la violence, je dirais, qui est celle de groupes ou d'individus. Ce n'est pas la loi qui dit... alors vous, Bien vous entendu, êtes sioniste bien- parce bien- que vos bien- grands-parents bien sont de entendu, race bien entendu. sioniste. Il y a des différences, mais le fait qu'il y ait Mais c'est aujourd'hui... capital, cette différence. J'entends bien, mais il y a malgré tout un certain nombre de questions qui se posent sur l'antisémitisme actuel. Enfin, moi je vous pose la question, vous pouvez Mais il refermer la parenthèse. Il n'y a que la connaissance qui peut amener des réponses, parce qu'il faut bien faire la différence sur le sens des mots, le sens des actions et les contextes. Patrick Boucheron. Quelle est la question? Ben, je voulais un prolongement je, par vous ai rapport à la répondu, question. je vous ai répondu. C'est-à-dire, vous ne voulez rien ajouter? Non, on peut continuer à parler de Marc Bloch, c'est ça qui est passionnant. Avec Marc Bloch, on peut continuer à en parler, et justement, depuis effectivement Je la pense que Marc complexité Bloch- de ces Marc déchirures, Bloch par évoquait exemple... l'histoire à rebours, elle partait
C'est pour évoquer le présent, c'était le sens oui, de la question mais que je avec vous une posais. responsabilité vis-à-vis du passé et vis-à-vis du présent. C'est Vous êtes comme ça que professeur j'ai... au Collège de France, et donc la responsabilité, elle vous incombe également. Oui, En revenant à l'histoire et au savoir, justement, l'histoire de la résistance, elle s'est considérablement enrichie à un moment quand on a visibilisé l'action de Marc Bloch, notamment sur le rôle des Juifs dans la résistance. Ça, par exemple, ça a été une remémoration qui a été importante. Alors, il y avait des travaux, hein. Il y avait par exemple tous les travaux de René Posnanski. Oui, mais aux yeux du grand public, c'est ça que je veux Ah dire. oui, bien sûr. Notamment dans le sillage de l'IHTP, de l'Institut du temps Voilà. présent, à un moment, ils ont tout d'un coup, un juif résistant se vocalisait dans l'espace public grâce à la figure de Marc Bloch, dans le sillage de la Alors figure Marc de Bloch n'est pas juif dans la résistance. C'est ça. Il est résistant. c'est ça qui est important. Et il est résistant à franc-tireur. Et il va participer à la constitution des mouvements unis de résistance. Terminez votre phrase, Je peux Alia plus Aglan, ma vous avez le phrase, droit de terminer votre phrase. Qui est mais la régie me fait première des signes. unification de la résistance des zones sud. Donc, vous voyez, et d'ailleurs Jean-Pierre Lévy, que j'ai connu, disait, alors quand on lui disait vous avez fait de la résistance parce que vous êtes juif, il faisait des bonds comme ça, et il disait pas du tout, je suis républicain. Alia Aglan, La double mort de Marc Bloch, c'est dans la collection Chant Flammarion. Patrick Boucheron, votre postface à l'ouvrage collectif de Florian Mazel et Diane Potin, Marc Bloch, l'histoire en résistance aux éditions du Seuil. Dans quelques instants, mes camarades Saltiel et Como et le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.